Qu'est-ce que tu fais encore là? T'as pas de vie ou quoi? Tu veux que je te parle encore comics? Bah, je peux te dire ce que j'ai lu ce mois-ci. Allez. Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de J'ai lu des comics, l'émission où je vais vous faire la review de mes lectures comics. Au menu, des comics récents mais aussi d'anciens titres que je viens de découvrir ou de relire. L'émission sera découpée en 3 parties, les kiosques VF, la VO et la librairie VF. Sans plus attendre, on commence. X-Men Extra 3, appelez-moi X. Le redoutable mutant Proteus est de retour sur Terre et les X-Men doivent absolument l'empêcher d'altérer la réalité et de tout détruire. Le groupe de l'armée X, quant à lui, a fort à faire depuis le retour surprise du super soldat Nuke. Les ennuis s'enchaînent pour les astonishing X-Men sans vraiment leur laisser le temps de souffler, et nous non plus. Même s'il est intéressant de découvrir X, faire ressurgir des menaces comme Proteus pour jouer sur la surenchère fatigue un peu. En plus, on a perdu les dessinateurs de talent pour cette suite. Côté Weapon X, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de mal avec cette série, et pourtant là, le tout commence à s'améliorer avec une équipe qui fonctionne un peu mieux, une question d'invasion politique, et surtout, une tension entre Logan et Dan Sable qui refait surface. Mais malgré Idril Sinar au dessin, c'est toujours pas vraiment ça. Marvel Epic 3, le retour d'Adam Warlock. C'est la fin de tout. Les Raptors contre le Nova Corp, le retour d'Adam Warlock qui précède toujours des crises cosmiques, le Ghost Rider cosmique opposé au déchu, Thanos contre lui-même, et Galactus sous les yeux de la mort. Et au beau milieu de tout ça, les Gardiens de la Galaxie et Groot. Je crois que c'est le kiosque Marvel que j'aime le plus lire en ce moment. Que ce soit les Gardiens qui mettent pas mal de choses en place pour le prochain event Infinity Wars, ou bien la série consacrée à Thanos qui trouve son dénouement dans ce numéro, tout est top. On a même droit aux origines du Cosmic Ghost Rider qui sont super intéressantes. Le seul bémol, c'est l'histoire solo de Groot qui ne m'aura jamais passionné au cours de ces 3 numéros. Ah oui, au fait, c'est aussi le dernier numéro de Marvel Epics qui se renommera pour le prochain event. Marvel Legacy Avengers, jusqu'à la mort, partie 4. Un nouveau joueur entre dans la danse, l'immortel Hulk. Les Avengers seront-ils de taille à lutter contre lui? Et dans quel camp Voyager est-elle réellement? Les champions quant à eux vivent leur dernière aventure avec leur créateur qui voit se dénouer le drame qui secoue la famille Vision. C'est la conclusion du crossover Avenger No Surrender qui mettait en avant le membre d'origine des Avengers oubliés, Voyager. Au final, rien de bien mémorable et surtout pas elle. Si ce n'est le retour du géant vert qu'on n'avait pas revu depuis Secret Empire. Efficace mais oubliable. Côté Champions, on a le dénouement des aventures de la famille Vision, mais surtout un gros retour en arrière de ce qu'avait pu apporter le crossover Champions Avenger, et ça en même pas 3 mois. Du coup, quel est l'intérêt? On a aussi un départ dans l'équipe qui semble un peu tomber de nulle part. Marvel Legacy Deadpool 6, Nuance de Grey. C'est le début de la fin pour Deadpool qui affronte l'univers Marvel tout entier. Le mercenaire Dissert peut-il survivre alors qu'une incroyable armée de super-héros décide de l'arrêter? Plus 2 épisodes de Cable qui affrontent un ennemi du passé. Attention, c'est sûrement l'une des meilleures histoires de Deadpool que j'ai pu lire depuis un moment. Voir tout le Marvel Universe contre Deadpool est assez kiffant. Surtout pour une fois, Wade n'a plus trop envie de rigoler et montre à quel point il peut être dangereux. Côté Cable, on revient à différentes époques de la vie de Cable pour parler de l'ennemi du moment. Même si c'est sympa, c'est toujours un peu gros à faire avaler au lecteur le coup du méchant qui pourchasse le héros depuis des années sans qu'on ait jamais parlé avant. On notera qu'une des histoires se passe en huis clos, chose assez rare dans les comics. Marvel Legacy X-Men 6, Hurlement. Revenus de leur aventure dans la zone négative, les X-Men de Kitty Pryde doivent affronter la confrérie des mauvais mutants. Quant aux X-Men Blue, ils doivent faire face au retour de Havok qui manigance quelque chose d'incroyable, tandis qu'Oldman Logan envoie de toutes les couleurs à Madripoor. Dire que j'avais confiance dans les X-Men Gold. Bah c'est pas cette nouvelle aventure et ses conséquences tirées par les cheveux qui me rendront espoir. Pour X-Men Blue, on ne s'intéresse pas aux 5 X-Men d'origine cette fois, mais plus aux méchants qui conspirent dans l'ombre. Sympa, mais faut voir ce que ça donnera. Pour Oldman Logan, fin de l'arc marquant le retour de Mariko, le grand amour de Wolverine, mais bon, là aussi, une fin un peu précipitée et prévisible. Marvel Legacy Spider-Man 6, le contrat. Norman Osborn, le bouffon vert originel, est de retour après une longue absence. Il n'a qu'une idée en tête, abattre Spider-Man. Pour arriver à ses fins, il est prêt à tout, même à pactiser avec l'une des pires créatures qui soit, Carnage. De son côté, Miles Morales continue la lutte contre son oncle, Iron Spider. À mon goût, Spider-Man est la valeur la plus sûre des kiosques avec une qualité quasi constante. Ici, Slott arrive à faire de Norman Osborn une menace encore plus importante en l'associant au pire psychopathe possible. Intéressant de voir la réaction de Peter face à tout ça. Côté Miles Morales, le casse de son oncle a enfin lieu. C'est efficace, mais pas du tout mémorable. Reste la fin avec les parents de Miles qui me donne envie de lire la suite.
Récit complet Batman 9, Teen Titans, le sang de Manta. Les Teen Titans sont déboussolés, Beast Boy est tenté de partir, Starfire semble manifester un tempérament de chef, et Jackson Hyde hésite encore à faire partie du groupe. L'arrivée de Black Manta, l'ennemi d'Aquaman, est l'occasion d'obtenir des réponses, mais à quel prix ? Quant à Kid Flash, chassé de l'équipe par Damian, il fait son retour alors que le mutique Onomatopée s'en prend à Red Arrow. Une aventure sympathique de l'équipe de Damian Wayne qui nous présente un peu plus celui qui sera nommé Aqualad, ainsi que sa relation avec Black Manta. Hélas, si on a raté les aventures du groupe avec Deathstroke, le tout est un petit peu plus compliqué à suivre. On appréciera un léger changement chez Robin en fin d'aventure, ainsi que la présence de Red Arrow. Récit complet Justice League 10, Justice League of America, frappe chirurgicale. À peine remis de leur expédition dans le microverse, les membres de la Ligue de Justice d'Amérique, fondée par Batman, doivent affronter un redoutable ennemi jailli de leur passé, Prometheus. Et tandis que le criminel tente d'exploiter leurs faiblesses et de dissoudre la solidarité dans le groupe, le Rayon retourne dans sa ville natale et se retrouve confronté à une nouvelle héroïne ayant repris l'identité d'Aztec. Enfin, Black Canary et Lobo partent dans l'espace pour une mission des plus dangereuses. On suit donc les aventures de la JLA alors que cette dernière se fait attaquer par Prometheus, une menace majeure, mais qui se trouve déjouée bien simplement et qui sert surtout à montrer le dysfonctionnement de l'équipe. Là encore, si on n'a pas suivi l'équipe dans le magazine Suicide Squad, le tout est un petit peu compliqué et des histoires assez basiques. S'ensuit une histoire sur Rayon puis un team-up Black Canary Lobo qui n'apporte pas grand chose si ce n'est un peu de fanservice. Très dispensable. Immortal Hulk 1 à 3. Hulk est de retour avec un aspect plus horreur que jamais. Dans le premier épisode, on retrouve Bruce Banner pris en plein dans le braquage d'une station-service. Puis, son homologue Hulk qui viendra se venger. Dans le second épisode, Banner enquête sur une suite de décès suspects liés aux radiations gamma. Et enfin, le dernier épisode est une enquête menée par une journaliste sur un événement impliquant Hulk, raconté par de nombreux témoins. Ça fait du bien de retrouver le géant de Jade, surtout quand il est bien écrit. En ramenant Hulk parmi les vivants, il a été décidé de ne pas en faire qu'une brute, mais de lui donner de l'intellect comme jamais, bien plus que celui de Banner, ainsi qu'un aspect terrifiant, il ne semble plus avoir de pitié. La dualité Banner et Hulk est très intéressante. Banner n'essaye plus de se débarrasser du monstre, mais de l'utiliser pour rendre une certaine forme de justice. Le Hulk de Hal Ewing est vraiment flippant, dérangeant, et l'aspect histoire indépendante permet vraiment aux scénaristes d'essayer beaucoup de choses, comme l'épisode 3 qui est la même histoire racontée de plusieurs points de vue. Qu'est-ce que c'est que cette porte verte qui revient dans les 2 derniers épisodes? Quand est-ce que les autres personnages vont intervenir? Je ne pensais franchement pas autant m'amuser en lisant du Hulk en 2018. Si tu veux en savoir plus sur les épisodes de Hulk, je te conseille d'aller voir les vidéos de Jay, des rubriques de Jay, qui en fait une par épisode. Old Man Hawkeye. Quelques années avant le début d'Old Man Logan, Hawkeye, l'un des derniers héros du monde dévasté par les super-vilains, sait que ses jours sont comptés. Sa vue se dégrade et il ne reste plus que quelques mois pour accomplir sa vengeance. Il est plaisant de revenir sur les terres désolées d'Old Man Logan, afin d'en découvrir plus sur cet univers et surtout sur ce qui a amené Hawkeye à accepter la livraison pour laquelle il aura besoin de Logan. Il est agréable de suivre à la fois le parcours de Clint, mais aussi celui de Bullseye qu'il poursuit. On apprend comment les Avengers ont pu disparaître, ce qu'il est advenu de certains héros, de quoi prolonger l'aventure d'une manière agréable. Et puis Marco Quequeto au dessin, ça ne se refuse pas. Batman White Knight. Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver Gotham. Le Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l'on surnomme le clown prince du crime. Si Batman, le chevalier noir, sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de sa psychose et devenir le chevalier blanc ? C'est ce qui arrive après qu'un traitement inédit ait guéri le Joker et fait revenir Jack Napier, un nouveau candidat à la mairie de Gotham. Ma grosse déception du mois. Sans être un mauvais comics, White Knight ne tient pas vraiment les promesses qui ont pu être faites par le marketing ou par Sean Murphy et se trouve être un titre paresseux qui ne va pas au bout de ses idées et concepts. Murphy va vers la facilité et vers ce qu'il a envie de dessiner au détriment de son histoire qui ne respecte pas l'univers de Batman. Seul point qui m'a donné envie de continuer la lecture, de bonnes idées en ce qui concerne l'utilisation d'Harley Quinn. Une suite est déjà en route, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Winnebago Graveyard. Au cours d'un road trip, une famille américaine s'arrête au bord d'un carnaval très typique du sud de la Californie. Mal à l'aise face au spectacle de freaks de la foire, ils décident de vite retourner au camping-car, découvrant que celui-ci a disparu. Désarmés, ils se rendent à la ville la plus proche pour signaler le vol et débarquent dans une paisible petite bourgade où tout le monde semble parfait. Beaucoup trop parfait. Au final, l'idée de base tient la route, mais ne mène pas beaucoup plus loin. L'horreur fonctionne et on se retrouve dans une fuite en avant face à une menace oppressante, mais le tout est assez brusque et la fin tombe un peu comme un coup près sans avoir de vraie résolution. Sympa, mais aurait pu mieux faire. De même, il faut apprécier le style graphique des plus particuliers.
Black Monday Murder. Depuis les premiers trocs et la création de sa monnaie, l'argent, au-delà de sa valeur symbolique, se chargea d'une véritable puissance magique. Cette puissance, manipulée, est alimentée par un groupe d'individus vénérant Mammon, le prince des enfers et de la cupidité, et aujourd'hui au fait de sa gloire. Le premier krach boursier de 1929, le premier choc pétrolier de 1974, la crise bancaire de 2008, autant d'événements qui furent orchestrés par les serviteurs du démon pour régenter en sous-main l'humanité. C'est sur cet univers occulte que l'enquêteur s'apprête à braquer les lumières de son enquête liée au meurtre rituel d'une des grandes figures de Wall Street. Qui dit comics de Jonathan Hickman, dit assez grosse prise de tête avec schémas, annexes à lire et compagnie. À croire que lui-même a du mal à se retrouver dans ses propres histoires. Dans les faits, le tout est quand même très intriguant et intéressant, même si l'on se demande où il va en venir. Le mélange de critique sociale, polar et ésotérisme marche bien, mais il faudra bien s'accrocher pour ne pas être perdu en cours de route, et une relecture des précédents tomes sera sûrement nécessaire à chaque sortie. À voir si vous voulez vraiment mettre autant d'efforts dans votre comics. Kill or be killed. Après une tentative de suicide ratée, Dylan est sauvé par un démon qui lui propose un marché. Il doit assassiner au moins un salopard par mois afin de gagner le droit de survivre. Et bien entendu, comme tout tueur, il va devoir pratiquer son premier assassinat, ce qui s'avère plus difficile que prévu. De plus, il se débat pour cacher ce secret qui met lentement sa vie en miettes ainsi que celle de ses proches. Belle petite surprise que ce titre du duo Brubaker et Phillips. Je me suis laissé embarquer dans cette histoire des plus glauques, et l'envie de savoir ce qu'il allait advenir du héros, de sa relation avec sa meilleure amie, est-ce que tout est lié à sa paranoïa ou alors à un véritable pouvoir? Le tout m'a poussé à dévorer le tome en une seule lecture et à rajouter les tomes suivants sur ma liste d'achat. Klaus. Dans un monde médiéval fantastique, un trappeur itinérant du nom de Klaus entre dans l'enceinte de Grimsvig. Mais la ville a bien changé depuis sa dernière visite. Celle qui respirait la joie de vivre est désormais dirigée d'une main de fer par le tyran Magnus, qui a enrôlé de force tous les hommes valides pour travailler aux mines de charbon de la région. Et ce n'est pas tout, ces soldats sèment la terreur, interdisant la cérémonie du solstice d'hiver et sa traditionnelle remise de cadeaux. Sous ces airs taciturnes, Klaus sera-t-il l'homme capable de faire revenir le soleil dans le cœur des habitants? Derrière chaque légende se cache un homme, et si le Père Noël n'avait pas été toujours ce personnage jovial que nous connaissons tous? Quand on m'a parlé de Klaus, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Le mythe du Père Noël en version badass, écrite par Morrison. Du coup, je lui ai laissé sa chance et je ne regrette pas du tout tant je me suis amusé à découvrir les origines du folklore du Père Noël en passant par les cadeaux, les habits rouges ou encore le traîneau. Tous les éléments du mythe trouvent ici une explication dans ce conte qui nous montre que Morrison est capable de faire des histoires accessibles tout en accrochant le lecteur qui enchaînera les pages avec plaisir. Même si l'histoire est assez attendue, c'est avec plaisir qu'on découvre les très beaux dessins de Dan Mora et qu'on arrive à la conclusion de cette histoire qui, certes, ne bouleversera pas les comics, mais qui vous offrira un très beau moment pendant ces fêtes. Ce premier épisode de J'ai lu des comics est désormais terminé. Si toi aussi tu as lu certains de ces comics, donne-moi ton avis dans les commentaires. Si tu penses que je suis passé à côté d'un titre qui vient de sortir, recommande-le moi dans les commentaires aussi. Merci par avance de partager cette vidéo et on se retrouve très vite pour parler d'autres lectures, mais aussi de comics. See ya!